voilà, ce soir, on a, comme je l'ai annoncé la semaine passée, le thème, ça sera être prêt pour la traversée. Et donc, on est toujours sur ce thème, souquer les artimuses que Dieu nous a inspiré avec ce côté un peu voile, marin, voguer sur les eaux. Donc, du coup, on a envie de simplement entendre un peu son histoire, ce qui lui a parlé, ce qui l'a touché, et essayer de faire des liens avec notre Église, mais aussi avec nous personnellement. Donc du coup voilà, Marc, qui est Marc? Parce qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui le connaît. C'est un gars qui était là depuis le début du projet ICF Bull, vraiment pendant des années. Il était dans l'équipe de leaders, il a donné énormément d'énergie, etc. Donc ceux qui sont là depuis quelques années, ils le connaissent, c'est sûr. Il a vraiment donné beaucoup d'énergie. C'est un très très bon ami à moi. Il est mon témoin de mariage, juste pour vous dire que voilà, c'est quelqu'un de très proche. Et puis il y a quelques mois, il a décidé de remettre son appartement qui était à Bulle, de démissionner de son travail à Romont et de partir pour un voyage d'une année. Et pour ça, il voulait aller en Amérique du Sud. Et puis au lieu de prendre l'avion, il a décidé d'aller en bateau. Et pas en bateau à moteur, en bateau à voile. Et du coup, c'est là, sur cette partie-là de son voyage qu'on va se concentrer. C'est sur cette traversée de l'Atlantique qu'il a vécue en bateau. La première question que je lui ai posée, c'est « Quelle est pour toi la chose la plus importante pour un voyage réussi ?» Donc voilà, on va écouter sa réponse. Salut Max, alors pour ta première question sur qu'est-ce qui est le plus important lors d'un voyage en bateau, on pourrait croire, et même j'ai cru au début, avant de partir, que ce serait des choses très techniques ou matérielles, par exemple avoir une bonne météo, ne pas avoir le mal de mer, avoir aucun problème technique, ne pas être en retard par exemple, enfin des choses comme on pourrait imaginer avoir sur la route ou sur terre. Il s'avère que la leçon de mon voyage en bateau a été assez différente. Ce que j'ai réalisé, c'est que ce qui est vraiment important, ce qui va faire que le voyage est plaisant, c'est l'ambiance, les gens avec qui le voyage est fait, la dynamique de groupe, etc. Ça a beaucoup plus d'importance dans le cas que j'ai eu que tout ce qu'il pourrait avoir comme chose technique. Ce que j'ai vécu, c'était du coup, j'ai pris un premier bateau de France jusqu'aux Canaries. On était 3 sur ce bateau avec une capitaine et un collègue équipier. Or, la capitaine malheureusement vivait une situation familiale pas facile du tout et elle avait, la pauvre, elle était préoccupée par pas mal de choses qui se passaient sur Terre, ce qui faisait qu'elle a pris la mer, pas forcément de manière sereine, sa situation n'était pas tranquille avant de partir, et voilà, il y a eu plusieurs choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui ont fait qu'elle était vraiment très stressée tout le long du voyage, parfois pour rien, et puis finalement elle reportait malgré elle le stress sur les équipiers, ce qui a fait que le voyage entre la France et Tenerife, c'était pas toujours une partie de plaisir. Et à partir des Canaries, j'ai changé de bateau, j'ai pris un bateau pour aller en Martinique avec un autre capitaine, et là l'ambiance était totalement autre, il était complètement déstressé, et on a été vraiment, ça a complètement changé la manière avec laquelle j'ai voyagé, disons le plaisir que j'y ai pris, et le comble c'est qu'on a eu 10 fois, voire 20 fois plus de problèmes avec l'autre bateau, le bateau avec lequel j'ai traversé de Canaries en Martinique. Il y a eu beaucoup plus de problèmes, on a eu des voiles déchirées, on a perdu des trucs, il y a eu un meuble de la cuisine qui s'est arraché, bref, beaucoup plus de problèmes que ce qu'il y avait eu avec l'autre bateau, où finalement au niveau technique ça se passait plutôt bien. Mais voilà, toujours est-il que le ressenti que j'ai eu, c'était que je pense que si j'avais traversé toute l'Atlantique sur le premier bateau, j'aurais préféré revenir sans bateau, disons par l'avion, parce qu'il n'y a pas trop à la nage, c'est un peu compliqué. Mais je pense que ça m'aurait suffisamment écœuré pour ne pas vouloir réitérer. Or là, avec la deuxième partie qui s'est faite avec le deuxième bateau, c'est tout le contraire. On était une super équipe, on a fait des tas de choses. Et surtout, même que sur l'autre bateau, on faisait aussi des tas de choses, mais il n'y avait pas ce stress lourd et pesant. Et donc voilà, learning de cette expérience, pour prendre du plaisir
dans une activité, dans une aventure, le groupe est plus important que l'aventure en elle-même. Et ouais, si jamais tu veux ou quelqu'un d'entre vous souhaite traverser l'Atlantique, ma recommandation c'est plutôt que de partir avec un capitaine avec qui ça se, ou un équipage avec qui ça se passe moyen, préférez ne pas partir. C'est plus, vous y prendrez plus de plaisir. Et ouais, je pense que de manière générale dans la vie c'est aussi vrai. C'est peut-être moins fort parce que sur la Terre on peut vite s'échapper un peu par-ci, un peu par-là pour reprendre une bouffée d'oxygène, si je peux dire ça comme ça. Sur le bateau c'est pas vraiment possible. Il y a de l'eau un peu partout. Et ouais, enfin, pour moi c'est vraiment la leçon de ce voyage au final. Mes souvenirs, là où ce qui va faire que je passe du bon temps, où bien sûr les paysages magnifiques, le fait de découvrir d'autres cultures, tout ça fait beaucoup, mais encore plus que ça, les gens avec qui c'est fait et la joie qu'on partage, tout ça c'est des éléments qui sont encore plus importants. Et on peut faire le plus beau des voyages en termes de paysages, de culture avec des gens avec qui ça marche pas, enfin qui peuvent être soit stressés, soit désagréables, etc. Et je pense qu'on en garde un mauvais souvenir. Et on peut faire un voyage à 10 minutes de chez soi, dans un paysage qu'on connaît bien, dans une culture qu'on connaît, avec des gens magiques, et puis on en garde un bien meilleur souvenir. Donc ouais, le bateau, enfin je pense que c'est quelque chose que chacun a probablement déjà expérimenté un peu à sa sauce, mais le bateau ça a vraiment surligné cet aspect de manière forte. Voilà pour cette première question. Donc voilà le premier élément. L'idée, voilà, c'est que chacun puisse aussi interpréter et puis se laisser toucher par ce témoignage. Mais moi, j'ai aussi envie de vous partager un petit peu ce qui, moi, m'a touché pour vous donner un peu des pistes si vous séchez. Moi, cette première réponse, elle m'a vraiment beaucoup touché, beaucoup interpellé, parce que je trouve que c'est vrai que des fois, on met beaucoup d'importance sur le matériel, sur les circonstances, sur l'endroit, sur toutes ces choses-là. Et je trouve beau cet exemple de dire, mais en fait, il n'est pas là l'essentiel. Le plus important, c'est avec qui. Avec qui est-ce que je suis? Et pour moi, je pense que ce qu'on vit avec ICF Bull et ce que Dieu nous invite à vivre pour cette année 2023, c'est aussi une aventure, c'est aussi un peu une traversée. Et moi, je crois que le plus important, c'est pas forcément ce qui va se passer, c'est pas forcément où on sera, mais c'est avec qui est-ce qu'on sera. Et je crois que ces relations, c'est quelque chose de tellement essentiel. Et pour moi, et c'est vraiment aussi ce qu'on a reçu l'année passée à cœur pour cette communauté d'ICF Bull, c'est de dire que les relations, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a envie d'investir, quelque chose qu'on a envie qui soit forte et qui soit belle, parce que je crois que quand on rejoint une église, une communauté, on vient pour Dieu, c'est clair, mais on vient aussi pour vivre cet aspect relationnel les uns avec les autres. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché. Du coup, j'ai 2 questions pour vous, pour les groupes. Vous pouvez aussi partager s'il y a d'autres éléments qui vous parlent ou qui vous touchent sur ce que vous avez entendu. C'est: as-tu trouvé une communauté où tu te sens bien ? Et puis, que peux-tu faire pour aider les relations dans celle-ci ou en trouver une? Donc voilà, comment est-ce que dans cette communauté, tu peux peut-être être intentionnel pour améliorer cette dynamique et ces relations? Donc voilà, je vous laisse échanger un petit moment, puis après on continuera. Il y en a 4 de vidéos, donc on va faire des moments assez courts de partage. Donc soyez efficaces. Ok, à toutes. Ok, bon alors, on va passer à la suite. Je suis désolé, hein, ça va assez vite, mais si on veut tout entendre et tout voir, on est obligé. Il y aura le temps du bar à la fin, si tout d'un coup vous voulez revenir sur quelque chose que vous vouliez absolument dire. La prochaine question, c'est comment gérer la tension entre planifier et s'adapter, parce que sans surprise, il y a pas mal d'imprévus quand on fait un trajet en bateau, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Je vous laisse écouter la réponse. Pour ta deuxième question, c'est vrai que sur le bateau, c'est un truc que j'ai appris, tous les bateaux sont en retard. Donc, normalement, les bateaux vont en planning. Il y a quelques bateaux qui vont un peu là où ils veulent. Enfin, là, on verra bien, on va où on veut, on verra sur le moment même. Mais la majorité des bateaux ont un planning, plus ou moins flexible. Mais tous les bateaux sont en retard. Vraiment tous, c'est assez rigolo. Donc, message de l'histoire, l'être humain, de manière générale, en tout cas les marins, sont trop optimistes. Moi, je trouve que c'est plutôt une qualité qu'un défaut. Mais le point que je peux soulever par rapport à ça, c'est qu'en fait, la navigation, en particulier à la voile, c'est vraiment un domaine où, peut-être un des derniers, je sais pas, enfin, non,
ou un des rares où en fait soit la météo, soit les problèmes techniques, soit l'équipage qui manque, soit l'équipage qui est malade, a vraiment une importance déterminante. Et du coup, c'est le bateau qui décide du planning. Typiquement, cet automne, il y a eu c'était un peu pas normal, mais bon, enfin inhabituel plutôt que pas normal. Il y a eu beaucoup de vent du sud-ouest, alors que normalement, en marge du Portugal, cette saison, il y a plutôt du nord-est, donc un courant dans l'autre sens, qui a fait que il y a des bateaux qui sont restés à Gibraltar pendant 2 semaines, ou quasiment 2 semaines, ou idem à Lisbonne, parce qu'ils devaient aller vers soit Madère, soit les Canaries, et en fait il y avait un vent dans la mauvaise direction, donc ils ont attendu au port. Ça, c'est une situation absolument typique des bateaux à voile. Donc ils avaient prévu, parce que normalement la traversée ça prend à peu près 5 jours, ou allez 7 pour les lents, entre par exemple Gibraltar et les Canaries. Et bah voilà, ça veut dire que sur 7 jours de traversée, tu as 2 semaines de retard, donc 2 fois le temps de trajet, parce que il y avait la mauvaise météo. Et voilà, situation typique, tu peux pas partir parce que il y a un problème météorologique. Il y a la même chose avec les problèmes techniques, il suffit qu'il y ait un peu de casse, il faut commander une pièce, elle arrive, on n'ose pas partir de 7 jours sans cette pièce, parce que sinon c'est risqué, enfin bref. Et tout ça, ça fait que personne tient son planning. Et bilan, ouais, ça demande une certaine flexibilité de planning, ça demande de pouvoir rebondir, de savoir changer son plan à la dernière minute, et ça demande aussi de s'adapter. Par exemple, de savoir que c'est pas parce que je fais tout pour aller aux Canaries que j'arriverai aux Canaries, par exemple. Et ça, de garder cette option en tête, peut-être j'arrive pas, et peut-être ça marche pas. Et ça veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire que c'est différent. Et je pense que ça, c'est peut-être dans les vies ordinaires, on a peut-être un environnement beaucoup plus contrôlé, où on sait que tel jour à telle heure je suis là, et ensuite à telle autre je vais là, il me faut 2 heures de trajet pour aller ici, et je suis fâché si le mob a 15 minutes de retard. Enfin bref, ce genre de choses. Et là il s'avère que sur le bateau, en fait il faut absolument, c'est impossible d'avoir cette attitude là, ou alors il faut prendre un ferry ou un bateau à moteur qui lui s'en fout un peu plus de la météo. Mais du coup je pense que ça laisse beaucoup plus de place à des opportunités un peu rapides. Par rapport à la foi, j'aurais dit c'est peut-être plus pas nous qui décidons, Dieu qui décide dans la météo, enfin qui utilise ça pour d'autres choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça change, parce que c'est pas l'être humain qui dit aujourd'hui je serai là. Pour ma part, j'avais prévu d'être mi-décembre en Martinique, c'était censé être le planning du premier bateau que j'ai pris. Et voilà, vu que entre le stress et les problèmes techniques qu'il a eu, il s'est arrêté aux Canaries. Et du coup, le temps de trouver un autre et d'aller de l'autre côté, je suis arrivé avec... moi, c'était pas grand-chose, j'avais avec à peu près 7 jours de retard en Martinique. C'était pas grand-chose, mais vraiment, 100% des bateaux ont ça. Et certains, ils reportent leur truc de 3 mois, enfin... complètement fou, quand on sait que la durée du voyage, c'est en tout le temps de navigation, 20 jours, non un peu plus, 25 jours. Il y a des gens qui reportent de plusieurs mois parce que ça, parce qu'ils tombent amoureux d'une île, ou ils tombent amoureux d'une personne sur une île. Enfin bref, il y a 1000 raisons d'être en retard, et voilà. J'espère que ça répond à cette deuxième question. Voilà, la deuxième question. Moi, elle m'a beaucoup interpellé, cette question. J'ai trouvé vraiment fort. L'aspect, en fait, il y a l'aspect du positivisme. Ça, j'ai pas été plus loin dessus, mais il y aurait sûrement des choses à dire. Mais l'élément qui m'a parlé, c'est cet aspect de contrôle, en fait. Parce que c'est vrai que dans nos sociétés, on a vraiment l'impression de contrôler. Et j'avais lu une citation qui disait que plus on contrôle, plus ça nous panique quand on perd le contrôle. Et je crois que ça résume bien l'Occident, la Suisse aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression de tout contrôler, qu'il y a un petit truc qui sort de notre contrôle, on panique. Et du coup, comment est-ce qu'on gère cet aspect-là ? Parce qu'on a l'impression de contrôler, mais il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas.
Il y a tellement de circonstances, de situations, d'éléments qui peuvent se passer, qui peuvent tout changer dans nos plannings en fait. C'est hallucinant à quel point on ne contrôle pas au final. Et je me suis dit par rapport à ce qu'il a dit, cette idée de phrase, c'est que vivre avec Dieu, c'est décider de prendre un bateau à voile et pas un ferry. Vivre avec Dieu, c'est décider de prendre un bateau à voile et pas un ferry. Vivre avec Dieu, je crois que c'est décider de laisser le vent nous emporter, de se laisser aller là où Dieu nous emmène et de lâcher le contrôle. Et c'est vrai que des fois, on a nos plannings, on a notre vision d'une vie et de dire, ok, peut-être que c'est ça que Dieu veut, mais peut-être que le vent, il va me pousser ailleurs. Et est-ce que je suis prêt à me laisser pousser par Dieu ailleurs en fait, à un autre endroit? Est-ce que je suis prêt à lui laisser le contrôle de ma vie? Et j'avais juste envie de vous lire un texte, c'est dans Deutéronome 11. Donc c'est Dieu, ils ne sont encore pas en terre promise. Et puis Dieu, il parle de cette terre dans laquelle ils vont arriver. Et il dit, « Car le pays où tu vas entrer pour en prendre possession n'est pas comme l'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de tes pieds, comme dans un jardin potager. Le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées, qui boit l'eau de la pluie du ciel. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin, et sur lequel le Seigneur ton Dieu a constamment les yeux, du commencement à la fin de l'année. » Et j'aime beaucoup ce texte parce qu'il compare l'Égypte au pays promis. D'un côté, il y a l'Égypte. L'Égypte, tout est facile. Tu plantes, ça pousse, comme dans un jardin potager. Tu n'as même pas besoin d'être dans la dépendance de Dieu. Ça se fait tout seul. Le Nil, vous savez, c'est une irrigation extraordinaire pour l'Égypte. Elle a dit, en Israël, c'est pas comme ça. S'il n'y a pas de pluie, t'as rien. C'est fini. C'est un pays en fait où tu vas être dépendant de moi, où tu vas devoir lâcher le contrôle. Et du coup, moi, c'est ça l'élément que j'ai envie de vous parler, c'est de dire, est-ce que je suis prêt à aller dans le pays que Dieu m'appelle, dans l'appel que Dieu m'appelle, où je vais devoir lâcher le contrôle? Et je crois que ça rebondit sur ce qu'il disait. Voilà, ça m'a inspiré. Donc maintenant, j'ai une question pour vous. Je galère avec tous mes petits ustensiles. C'est, arrives-tu à lâcher le contrôle à Dieu? Comment est-ce que tu vis cet aspect de contrôle? Alors tu peux répondre oui, non, peut-être développe un peu, mais pas trop non plus, pour qu'on ait le temps. Okay. Alors prochaine question, et puis après on continuera. Ok, bon, j'espère que vous avez tous réglé vos problèmes de contrôle. Comme ça on peut passer à la suite. Non, c'est un grand sujet qu'on n'a pas fini de travailler dans nos vies. Pourquoi ça ne marche pas? Concernant ta troisième... Prochaine question, comment avoir une vision large face à cette étendue d'eau? Donc, comment élargir la perspective face à autant d'eau? Voilà. Concernant ta troisième question sur comment gérer l'immensité de l'océan, en fait aujourd'hui c'est plutôt facile parce que une fois que tu as parcouru, je sais pas, allez, 10 km au loin des côtes, déjà tu vois plus la côte, hormis s'il y a une montagne, mais tu pars de France, tu fais 20 bornes plein ouest et déjà tu vois plus l'eau, tu as encore la radio, tu n'as probablement plus la réception du téléphone et en fait tu n'es que à 20 km de la côte, pour ordre de grandeur, l'Atlantique c'est 4000 km et déjà là tu vois plus personne et tu as l'impression d'être seul sur la planète alors qu'en fait tu n'es que à 20 km des autres. Donc en fait aujourd'hui grâce aux satellites et puis au GPS et aux cartes qu'on a, finalement tu te vois toujours sur l'eau à l'endroit où tu es, donc ça aide beaucoup de se voir sur la carte, je trouve, de savoir que voilà, tu es à X distance des côtes. Et après il y a un autre élément, on a l'impression d'être seul. Je crois que sur l'eau, il faudrait que je recalcule, mais on doit avoir un homme donc si on suppose qu'il est à 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, il doit avoir une portée donc son champ de vision, ça doit être entre 4 et 6 km, donc c'est vraiment très petit, typiquement en comparaison de ce qu'on a quand on grimpe sur un sommet, c'est minuscule. Donc en fait, sachant qu'il y a énormément de bateaux qui traversent l'Atlantique, il me semble qu'il y en a plus de 10 000 qui traversent l'Atlantique par année, donc c'est quand même pas mal.
on n'est jamais vraiment seul sur l'eau. C'est-à-dire que normalement, à moins qu'on prenne une route très bizarre, pas trop loin de où on est, il y a un autre bateau, typiquement qui pourrait venir aider en cas de problème. Enfin, il y a 1000 raisons d'avoir des problèmes sur l'eau, mais donc en fait, on n'est pas trop seul. Et je pense que cette question, elle devait être beaucoup plus importante à l'époque, déjà quand il y avait moins de bateaux, et en plus quand ils ne savaient pas vraiment où ils étaient, ils se repéraient aux étoiles, et même les premiers qui ont fait, eux ne savaient même pas jusqu'où il fallait aller avant de trouver quelque chose. Et donc voilà, aujourd'hui je pense gérer l'immensité de l'océan, en fait ça revient à gérer les 20 premiers kilomètres. Si après 20 kilomètres c'est bon, probablement ce sera bon pour tous les autres aussi, c'est juste ça va durer. Et j'avoue que parfois c'est un peu ennuyeux de voir rien, tout le temps, que de l'eau. Et il y a de la pluie, il y a des nuages, et après que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau tout le temps. Mais on se sent tout petit, et sur une terre très grande. Donc comme je disais, l'Atlantique c'est 4000 km, 20 jours de bateau à peu près depuis les Canaries, un peu moins pour les bateaux rapides. Enfin nous on a mis 20, mais les bateaux normaux, dans les bonnes conditions, ils mettent entre 16 et 18. Mais ça représente 4000 km, ça représente à peu près 10% de la circonférence de la Terre. Donc il faut imaginer que l'Atlantique c'est 10% de la Terre. C'est rien du tout. Donc le Pacifique et l'Indien c'est vraiment autre chose. Donc voilà, comment gérer l'immensité de l'océan, je dirais merci le GPS. Sinon les étoiles avant qu'il y ait le GPS, et puis quand il n'y avait rien du tout, les gars c'était un peu soit des héros soit des psychopathes. Je vous laisse choisir. Donc voilà pour la troisième réponse. Du coup c'est facile, il suffit d'avoir le GPS quoi. C'est un peu la réponse qu'il a donnée. Mais moi il y a deux éléments qui m'ont touché. Le premier c'est ce sentiment, cette impression d'être seul. Je trouvais ça hyper touchant parce que c'est vrai que des fois dans nos vies ou dans nos situations, on peut avoir l'impression d'être vraiment seul. Et en fait, il suffit des fois de juste prendre un petit peu de hauteur et de réaliser qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a pas mal de monde autour en fait, et qu'on n'a pas besoin de se débrouiller tout seul face à nos problèmes, qu'on peut aller demander de l'aide. Et puis, ça m'a touché parce qu'on a eu une soirée prière œcuménique jeudi soir à l'église évangélique de Bulle, et puis il y a une personne qui a reçu une image, elle voyait le lac de Gruyère, et elle voyait plein de bateaux de pêche sur ce lac, qui représentaient nos communautés, nos églises, et puis qu'on pêchait chacun de notre côté, puis après on se retrouvait au bord du lac, et puis on célébrait ensemble ce qu'on avait pêché. Et ça m'a vraiment parlé, parce que nous on est un peu dans cet univers de bateaux, sans qu'elle le sache, et je me suis dit, waouh, en fait on a cette vision pour nous en tant qu'église ICF, mais on n'est pas les seuls sur ce lac, il y a aussi d'autres communautés qui sont là, il y a aussi d'autres personnes, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et le deuxième élément qui est plus en lien avec ce GPS, c'est qu'en fait, c'est fou, on croit avoir une perspective large, mais en fait, on voit que dalle. 4-6 km, c'est rien du tout. Vous vous rendez compte, puis tu as l'impression que tu vois super loin, mais en fait, tu vois rien du tout. Et moi, je me dis, dans nos vies aussi, on a l'impression qu'on a une super bonne vision d'ensemble, plus on grandit, plus on est en maturité, plus on se dit, waouh, on voit les éléments, les enjeux. Mais en fait, on voit que dalle. On voit que dalle par rapport au GPS. Et il y a ce texte dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant le GPS est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et je trouve que ça nous pousse un peu à l'humilité, de se dire, ok, je peux me dire pourquoi il y a de la souffrance, pourquoi il y a ces choses, mais oublions pas, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas très loin. Et le GPS, lui, il a une vision beaucoup plus large que nous. Donc voilà les éléments qui m'ont parlé. Tu peux mettre les questions. Encore une fois. Voilà. Donc le premier, c'est, as-tu le sentiment d'être seul? Et puis réalises-tu la largeur de la perspective que tu as? Voilà. Vous pouvez un peu partager là-dessus, puis après, on finira avec la quatrième question. Ok, j'espère que vous êtes inspirés, que vous avez des bonnes discussions. Donc maintenant, on va lancer la quatrième vidéo. Et la question, c'était,
comment traverser les tempêtes si tu en as eu. Il en a eu une, spoiler, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors j'ai eu le privilège effectivement de traverser une tempête dans l'Atlantique, et on pourrait dire un petit bébé tempête en marge du Portugal. Je dis j'ai eu la chance parce que ça m'a appris des trucs, notamment l'histoire, ça a clairement renforcé ce que j'ai dit lors de la première question, la question de l'équipage plutôt que de l'équipement. Je dis pas par là que l'équipement ne soit pas utile, ne soit pas important. Et donc oui, on a eu une tempête au milieu de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'il y a eu des conditions anormales pour la saison, à nouveau une dépression qui s'est formée en marge des Caraïbes et qui en fait nous a donné du vent contraire. On est censé aller avec le vent, dans les vents qui s'appellent les alizés, donc des vents qui vont d'est en ouest, qui sont proches de l'équateur, et là il s'est avéré que il y a eu des vents contraires, donc qui allaient d'ouest en est, là où on était, et c'est clairement inhabituel, et donc c'était une dépression qui nous est arrivée dessus. Comment on l'a géré? Alors d'abord c'est en mode on doit passer par là, c'est que 3 jours, ça va aller, on est tous super chauds, tout le monde dit on est content, tout ça. Et commence la tempête gentiment. Et en fait, plus on avance dans la tempête, plus l'ambiance est... en fait, est-ce qu'on se tirerait pas de là plutôt quitte à faire un détour? Parce que le bateau va commencer à s'incliner, c'est-à-dire il se couche, il sait plus... quand on va avec le vent, il a tendance à danser avec les vagues, avec un petit peu de roulis, c'est assez confortable. Ça donne un tout petit peu le mal de mer si on est un peu sensible, mais sinon c'est confortable. Or, quand on va plutôt face au vent, il y a des vagues qui vont dans la même direction que le vent. Donc le bateau, il tape dans les vagues et il est incliné d'un côté et il bouge pas ce côté. Et ce côté peut être bien incliné, j'ai pas de chiffre en tête, mais ça peut être bien incliné au point que ça devient compliqué de dormir sans dormir sur son équipier. Donc dans les lits doubles, on se roule l'un sur l'autre. Donc petit à petit il y a la fatigue qui s'installe, et puis il y a l'usure de se battre, d'avoir l'impression d'aller contre le vent. C'est pas pour rien qu'il y a une expression en français, de se battre contre les circonstances. Et ça demande de la persévérance. Aujourd'hui, de nouveau, on a accès aux conditions météorologiques, aux prévisions météorologiques, même sur l'eau, parfois de manière partielle, mais on a quand même accès. Donc, ça permet de donner plus d'espoir ou plus de perspective. On peut se réjouir plus facilement de la fin de la tempête. À l'époque, ça devait être autre chose, je pense, de voir une tempête, de ne pas savoir combien de temps elle durera. Mais toujours est-il que au début on serre les dents, et puis en fait c'est pas au début que c'est dur, c'est au milieu, voire à la fin. À la fin, en général, quand on voit la fin, c'est que c'est plus dur du tout. Mais au milieu c'est dur parce qu'il faut se dire on y va. Et en fait, un autre élément qui sur le bateau a été très pénible, c'est de le sentir souffrir, sentir le bateau, qu'il aimait pas ça non plus, qu'il craquait, il y avait on sentait le mât est tenu par plusieurs câbles en métal, dont un qui est devant qui s'appelle l'étai, et on sentait l'étai vibrer, puis ça faisait vibrer tout le bateau à chaque fois qu'il tapait dans une vague. Donc c'est pas seulement en tout cas la tempête avec le bateau, c'était pas seulement comment vais-je vivre ce moment moi personnellement, mais c'était beaucoup plus comment l'équipage et je dirais le bateau va vivre ce moment-là, parce qu'en fait la santé, si j'ose dire, du bateau et de l'équipage va être déterminante pour le plaisir que je vais y prendre. Ça rejoint un peu la première question. C'est vraiment le groupe qui importe, matériel compris pour le coup, plus que moi-même, est-ce que je vais avoir le mal de mer ou pas. Et donc dans notre cas, on a fait quelques jours dans la tempête, et au bout d'un moment, chaque jour on se disait c'est motivant, on se rapproche, on est bientôt à la fin, ouais.
Enfin, ça marche bien les 2-3 premiers jours, et au 4e jour, on a dit écoute, on en a marre là, on se barre, on pique au sud pour quitter un peu plus cette dépression, et quitte à rallonger le trajet de quelques jours. C'est ce qu'on a fait, on en avait la possibilité, probablement qu'on aurait réussi sans, mais clairement c'était plus confortable et on pouvait se le permettre, notamment en termes d'eau et de nourriture sur le bateau. Donc on a choisi de partir, de la quitter après quelques jours. Donc voilà. Donc voilà pour la dernière question. Moi je trouvais super touchant cet aspect du bateau qui souffre. Parce que je me dis, c'est vrai, j'ai la chance de jamais avoir traversé un gros pépin physique où je sens que voilà, des défis en termes de maladie ou autre. Mais j'imagine que ça doit bien décrire ce qu'une personne peut vivre quand il traverse une tempête, son corps, de le sentir souffrir, de sentir cette difficulté qui peut l'accompagner. Je trouve que c'est des mots qui sont forts. Et puis peut-être si vous traversez une tempête, voilà, vous imaginez comme dans ce bateau finalement qui peut être notre corps dans cette image, et d'avancer avec ça. Et l'autre élément que je viens de penser, c'est aussi par rapport à la première image où je disais que quand on suit Dieu, on décide d'être un bateau à voile et non pas un ferry. Et c'est vrai qu'il y a des fois, on doit aller aussi contre les circonstances avec ce bateau, et c'est là où il y a cette tempête. Et je trouve que c'est fort, et on peut avoir cette envie de se dire on va faire demi-tour, on abandonne, on lâche, on revient en arrière. Et puis non, des fois Dieu nous invite à persévérer, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ces étapes. D'abord, on est positif. Je me souviens avec le Covid, quand c'est arrivé, moi je me souviens quand je faisais du home office, j'étais tout heureux de faire tout à la maison, d'avoir mon petit ordi, etc. Ça, c'est au début, on est positif, puis après, ça devient dur. Et c'est sur la longueur, on sent, oh, c'est difficile. Et du coup, peut-être avoir cette pensée-là, si vous traversez ou si vous traverserez une tempête. Tu peux mettre la question, la dernière question, c'est est-ce que tu traverses une tempête dans ta vie actuellement? T'as été trop loin, faut revenir en arrière. Oh, Josias, reviens en arrière, il n'y a pas? Ah, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas un. Vous en souvenez, vous avez une bonne mémoire. Est-ce que tu traverses une tempête dans ta vie actuellement? Et je vous propose de finir en priant les uns pour les autres. Donc peut-être c'est l'occasion de dire si vous avez un sujet de prière ou un sujet, vous pouvez prier, et puis on conclura. Comme ça, après je reviendrai pour un dernier temps de prière. Voilà.